Bonjour, je suis Ludovic Dubost et donc je vais vous parler du financement de XWiki et de CryptPad. Et j'espère que si vous vous intéressez à comment faire des logiciels libres et en vivre, cette conférence vous intéressera. Alors, qui suis-je? Moi je travaille dans les technologies Internet depuis 1995. Avant de faire XWiki, à partir de 2004, j'ai travaillé sur des technologies Internet. J'ai travaillé chez Netscape, société qui a créé le navigateur pour les gens trop jeunes. Et ensuite dans une start-up française de mesure d'audience qui a été rachetée par une société américaine. Et en 2004, ayant utilisé des wikis en tant que directeur technique avec mes équipes, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et j'ai décidé de créer la société XWiki en open source, parce que les wikis sont des logiciels issus de l'open source. Et donc j'ai trouvé intéressant de faire ça et de le faire avec cette méthode. Alors en général, je préfère que ma société passe son temps à développer des logiciels libres qu'expliquer comment on le fait ou de convaincre les gens qu'il faut absolument acheter du logiciel libre, etc. Mais en final, je passe quand même pas mal de temps à le faire et à participer aussi à des associations. J'aime bien montrer et partager l'expérience qu'on a pour que d'autres le fassent, puisque j'ai le sentiment que c'est hyper important. Bon, on prêche des convaincus ici, mais voilà. Et donc je participe aussi à des associations comme l'Appel, qui est l'association européenne d'éditeurs de logiciels libres, qui chapeaute le CNLL, qui est l'association française, mais aussi des choses comme le Hub Open Source ou la conférence OSXP, dont je suis cette année le président du comité de programme. Et je suis aussi même au board d'Open Food Facts. Si vous ne connaissez pas Open Food Facts, regardez, c'est sympa. Et j'ai même quelques petites actions de Murena qui fait le téléphone iOS. Alors la société XWiki, c'est une société indépendante française européenne qui atteint plus de 70 personnes aujourd'hui, qui n'a pas pris d'investisseurs. Donc on a tout fait ça avec nos propres sous. Les employés ont mis un peu d'argent au début. Et aujourd'hui, on dépasse 5 millions de chiffres d'affaires. Ça fait 2 ans qu'on a une assez forte croissance. Et on fait 2 logiciels open source. Le premier qui est XWiki et le deuxième qui est le logiciel CryptPad. Alors je vais venir à ce que c'est exactement. On a une communauté internationale. 100% de ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on fait est open source. Et on est très engagé pour la souveraineté numérique dans l'UE. En tout cas, moi je suis personnellement convaincu qu'on fait beaucoup trop appel aux logiciels américains et même à des logiciels maîtrisés par des très grandes entreprises et on ne contrôle pas ces logiciels alors qu'ils sont très importants dans notre vie. Alors les premières années d'XWiki, donc je ne parle pas trop des logiciels eux-mêmes, même si c'est quand même finalement important. On est dans le marché du logiciel collaboratif qui est très compétitif. Il y a des logiciels collaboratifs partout, toutes les entreprises ont besoin de logiciels collaboratifs. Et donc c'est pas forcément. Donc c'est un marché où il y a beaucoup de demandes, tout le monde a besoin. Donc ça se prête plutôt pas mal au logiciel libre. Plus il y a de demandes pour le logiciel libre, c'est plutôt bien. Mais c'est aussi très compétitif et il y a des acteurs dominants. Alors, les premières années d'XWiki, finalement, la question qui se pose, c'est super, c'est bien, ok, on va mettre le logiciel en libre, mais comment on va se payer? C'est les premières questions que j'avais quand j'ai fait du logiciel libre, c'est mais comment vous gagnez de l'argent? Je comprends pas. C'était en 2004, ça a un peu évolué depuis quand même. Alors le premier truc, c'est on peut se dire, c'est super, je suis milliardaire, je peux faire du libre. Bon, ça c'est Ubuntu, c'est créé par un milliardaire, donc c'est possible. Bon, moi je l'étais pas, donc c'était pas possible. Et après, la question qui va se poser, c'est bon, qu'est-ce que je peux faire pour financer mon logiciel libre? Alors, c'est un peu la courbe du bas. Alors, les gros ronds, c'est plutôt c'est finalement quelle est la quantité de libre qu'on pourrait faire grâce à ça, grâce à la méthode. Plus le rond est gros, à la rigueur, plus on peut faire du libre. Donc on peut faire du libre en étant freelancer, on peut faire du libre en faisant du bénévolat, on est payé dans son boulot, puis le soir on fait du libre. On contribue au libre, c'est bien, mais finalement on peut contribuer un peu. Voilà. Moi ma vision c'était de dire ouais mais comment je peux faire du libre et puis peut-être avec d'autres employés on va en faire plus parce qu'on va être plus nombreux et on va produire du libre et on va faire ça de façon professionnelle. On va pas faire ça le soir. Mon CTO il faisait du libre le soir avant. Avant de participer à XWiki.
Et donc, bon, bah, on peut faire des services, on peut faire des produits. Et donc, vous garderez ce petit tableau parce que c'est un peu quel est le confort qu'on peut avoir, quelle est la vitesse qu'on peut avoir à faire du libre, suivant la méthode, et est-ce qu'on peut garder son indépendance, est-ce que c'est durable. Et finalement, une grosse question qui va se poser, c'est bon, lever des fonds, pourquoi pas. Donc, toutes les startups, elles lèvent des fonds. Et les sociétés du libre peuvent aussi lever des fonds. Alors, c'est intéressant. Donc, finalement, la grosse question, c'est lever des fonds ou pas de lever des fonds. Moi, au début, quand j'ai démarré XWiki, j'ai rencontré des investisseurs. On s'est posé la question. Et parce que finalement, sans argent, c'est pas facile. Et surtout quand on démarre, on n'a rien. Bon. Moi j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps, le chômage, un peu d'argent du chômage. Donc j'ai eu du temps pour développer le logiciel, commencer le logiciel. Et ça, c'était intéressant. Mais quand on rencontre les investisseurs, on se dit, ouais, c'est super, on va nous donner de l'argent, je vais pouvoir aller vite. Mais la question qui va se poser, c'est qui le boss? C'est qui décide, en fait? Si on a des investisseurs, il y a de fortes chances que ce soit les investisseurs qui décident. Je dis il y a forte chance, parce qu'il y a des boîtes qui ont levé tardivement après avoir déjà développé leur business pas mal. Et si on lève dans des bonnes conditions, on peut décider de garder tous les pouvoirs. C'est possible. On peut réussir à obtenir de l'argent en gardant tous les pouvoirs. Mais par contre, si on lève de l'argent, on va fortement avoir un objectif financier. C'est-à-dire que la question qui va se poser, c'est quel résultat financier vous allez avoir pour l'argent qu'on vous donne. Et c'est même un devoir légal. C'est-à-dire que c'est le principe de la bourse. Les gestionnaires des entreprises en bourse, ils ont un devoir de quelque part presque maximiser les revenus. Alors il y a quand même quelques autres règles. Ils doivent s'occuper de la boîte, des employés, la stabilité, etc. Donc c'est pas le seul critère, mais c'est quand même un des critères clés. Moi, ce qui me gêne dans les levées de fonds, c'est qu'on voit beaucoup de sociétés qui ont levé des fonds et qui petit à petit ensuite sortent du libre, une fois qu'elles sont connues, une fois qu'elles ont grandi. Donc elles font du libre au début pour se faire connaître et ensuite ça baisse, quoi. Parce que le libre ne va pas forcément avoir les critères de maximisation financière. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en vivre correctement. Maximiser financièrement et vivre correctement, ce n'est pas la même chose. Les deux sont viables, les deux sont durables, les deux sont stables, mais les boîtes qui lèvent de l'argent, elles vont pousser vers cette maximisation. Et le libre, avec maximisation financière, parfois on se dit vaut mieux fermer parce qu'on va gagner plus d'argent, on va forcer les gens à payer. On ne va pas leur laisser la liberté de dire qu'ils ne vont pas payer. Et on va voir, ça peut jouer. Et moi, ça représente un peu un double langage vis-à-vis de la communauté au début. C'est-à-dire, au début, c'est super, regardez, utilisez mon logiciel, il est libre. C'est un peu tous les gens qui font du libre, ils disent ça. Ils disent oui, mais il va être libre combien de temps? Mais à ça, personne ne le dit. Donc en fait, c'est pas dit, c'est un non-dit. Il est libre. Il est libre, il sera libre, il restera libre, on ne le dit pas. Et les sociétés qui lèvent de l'argent, surtout, ils ne le disent pas. Parce que quelque part, ils ne peuvent pas garantir à long terme que le logiciel restera libre. Ce n'est pas possible, puisque ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas le patron qui décide, c'est l'investisseur. L'investisseur, lui, à un moment donné, il va vouloir maximiser et ça ira pas. Alors, par contre, il faut reconnaître aux sociétés qui lèvent de l'argent, parfois, de créer beaucoup de code libre. Et après, il peut être forqué et repris par d'autres gens, et c'est bien. C'est-à-dire, tant mieux. Pour moi, il n'y a pas de mauvais code libre. Google fait du code libre, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est toujours ça de prix pour le libre. Alors, pour moi, il y avait quelque chose qui était important, c'est l'argent, c'est pas un moyen, c'est un moyen, c'est pas un objectif. C'est un outil important. Donc dans cette présentation, je parle beaucoup d'argent. Mais finalement, pourquoi je parle beaucoup d'argent? C'est parce que ma journée, elle est très focalisée, parce que c'est mon boulot en tant que patron de la boîte. Comment je donne de l'argent? Comment je trouve de l'argent pour que les développeurs puissent faire du libre? Et je le vois comme un moyen, pas comme un objectif. Et après, chacun peut choisir sa voie. Donc si quelqu'un se dit pourquoi pas produire du libre de façon rapide pendant quelques années avec des investisseurs, et puis le truc après il sera piqué par les investisseurs, la boîte sera piquée mais le code il sera toujours libre, ça peut marcher aussi, ça peut être intéressant aussi. Donc chacun fait comme il le souhaite. Moi c'était pas la voie qui me paraissait la bonne pour moi. Alors les 5 premières années de XWiki, je fais gaffe un peu au temps parce que j'ai tendance à beaucoup parler et pas avancer assez vite. Alors en fait, on a fait du service. J'ai commencé à développer le logiciel et comment je vais trouver des sous? Regardez, j'ai ce logiciel. Est-ce qu'il ne peut pas vous servir? Et donc on a fait du service même. On a monté des sites avec XWiki. Il y a des gens, ils m'ont présenté des choses
voilà ce que nous on voudrait faire. Bah, tiens, on peut utiliser XWiki pour le faire. Et on a commencé à améliorer le logiciel de cette façon-là. À un moment donné, on a rencontré Mandriva et on a participé à des projets de recherche. Ça, c'était plutôt pas mal. Ça nous a donné des financements pour améliorer le logiciel aussi. Et puis comme j'avais pas beaucoup de sous, j'ai cherché des développeurs. Et en Roumanie, j'ai trouvé des développeurs moins chers que si je les embauchais en France. Et donc j'ai monté une équipe en Roumanie qui est toujours notre filiale aujourd'hui, toujours nos employés. Hein, c'est pas on fait pas appel à une autre société, ça fait partie d'XWiki. Donc on est une société que je qualifierais de franco-roumaine aujourd'hui, puisqu'on a près de la moitié de nos employés en Roumanie et qui participent au projet et au développement. Et j'ai aussi tiré parti de l'open source, parce que ce qui est bien quand on crée quelque chose en open source, c'est il y a des gens qui vous donnent du feedback et parfois il y a des gens qui vous aident. Donc il y a des gens qui nous ont fait des patchs, des modules en plus parce qu'il manquait. Alors il faut savoir qu'en fait beaucoup de gens font de l'open source parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Ils voient un logiciel, il manque quelque chose, ils en ont besoin, ils développent le truc. Donc quand il manque pas mal de choses à un logiciel, il y a plus de chances que ça arrive. Donc il y a quelqu'un qui m'a fait un module LDAP pour XWiki et des gens ont développé des bouts d'XWiki et ça a été mis en open source dans notre produit. Alors, moi, ce que j'en retire, et le wiki, c'était quelque chose d'assez innovant aussi à l'époque. Donc les premiers clients qui venaient nous voir, ils venaient nous voir aussi parce qu'ils cherchaient quelque chose, ils voulaient faire de l'innovation. Ils disaient, tiens, comment je pourrais mettre un wiki en place, je voudrais faire du knowledge management dans ma société. Et le wiki, c'était pas commun. Donc ils ne trouvaient pas un logiciel prêt à l'emploi qui fait ça. Et l'open source est très efficace pour faire connaître une innovation. Donc on reçoit du feedback, ça intéresse les gens, donc il y a des gens qui participent. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit les startups qui lèvent de l'argent faire de l'open source. Parce que ça les aide à se faire connaître, ça aide à faire connaître leur innovation, ça aide à avoir du feedback sur l'innovation, ça aide à valider l'innovation, à vérifier que l'innovation est intéressante. Et c'est une des raisons pourquoi on voit beaucoup d'open source qui est fait, y compris par des grands groupes. Quand un grand groupe veut tester une innovation, par exemple l'IA, l'IA, elle est d'abord, on la teste en open source. C'est une très bonne façon de tester et de vérifier une innovation. Et donc le wiki, en 2004, il était un peu dans cette situation-là. C'est quelque chose qui était innovant. Donc nous, on trouvait des clients de cette façon-là. Alors, donc comment se sont passées les finances à cette époque-là? On a petit à petit monté à 1 million d'euros de revenus en faisant des projets, des projets custom. Donc on ne vendait pas vraiment un produit standard, on vendait une solution, quelque chose. On va utiliser le wiki pour répondre à un besoin des clients. On va livrer cette solution, on va vendre du support, on va voir que c'est important. Et on va maintenir cette solution ensuite dans le long terme. Et donc, les premiers revenus sont en 2006, hein, donc ça a pris quand même un peu de temps. Hein, j'ai commencé en 2004, hein, donc on a même lancé une plateforme de wiki en 2004 pour créer des wikis gratuits. Mais ça n'a pas trop marché. En fait, moi, si ça marchait, hein, j'en avais qui se créaient. J'avais des wikis sur un peu tout et n'importe quoi. Simplement, à un moment donné, je me suis dit, mais attendez... il y a Google qui va lancer une sorte de moyen de créer des wikis gratuits dans leur plateforme et puis en fait ils vont et ça va pas marcher. Nous on va pas pouvoir être concurrentiel. Et ça s'est arrivé, ça s'appelait Google Sites. Il y a eu Google Sites, c'était une plateforme de wiki qui est pas hyper utilisée en final hein, par rapport à d'autres solutions de Google. Et en fait, le premier jour, ils ont créé autant de wikis que les 10 000 wikis que j'avais réussi à créer en 6 mois sur ma plateforme à moi, quoi. Donc forcément, on peut pas se battre contre une capacité de communication aussi forte quand on est petit. Alors on fait pas beaucoup de revenus récurrents, mais quand même un petit peu. Et moi, j'insiste beaucoup. Ce qui est très important, c'est de se poser la question des revenus récurrents. Quand on fait de l'open source, on peut vivre de projets de service, on travaille pour les autres, on fait des choses, mais si on veut faire quelque chose un peu à long terme et si on veut grandir, la notion de revenu récurrent, comment on obtient un revenu qu'on peut garantir d'une année sur l'autre, c'est ça qui permet d'investir et c'est ça qui est plus difficile à obtenir. Alors, moi, il y a un point qui est très important parce que je rencontre pas mal de gens, parfois, même des gens qui font du logiciel propriétaire, qui ne comprennent pas trop les modèles open source. Et qui se disent pourquoi mon truc il marche pas, mais pourquoi les gens ils me piquent le business avec des trucs open source, etc. Et puis je rencontre aussi des gens open source et des gens dans l'open source et qui ont parfois des difficultés avec ce qu'ils font.
et ils disent je comprends pas, ça marche pas, j'y arrive pas, c'est le business model, c'est l'open source, ça marche pas, on peut pas vendre quand on fait de l'open source. Moi souvent je leur dis attendez, c'est peut-être pas l'open source le problème, c'est peut-être juste votre produit quoi. En fait c'est juste dur dans la technologie de faire des produits quoi. C'est très difficile. Il y a beaucoup de propositions, c'est très concurrentiel. Donc avant quel que soit le modèle de business qu'on utilise, open source propriétaire, pour avoir du succès, il faut déjà faire un bon logiciel. Et c'est pas facile de faire un bon logiciel. Alors évidemment, il faut de l'argent pour faire un bon logiciel. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de poulet d'œuf dans le fonctionnement. Mais parfois, on peut avoir l'impression que c'est le modèle économique, la façon dont on vend, qui est le plus gros problème qu'on a. Nous, chez XWiki, on a eu cette sensation à certains moments d'XWiki que finalement, on n'avait pas le bon business model. Et en fait, non, le problème numéro 1 qu'on avait, c'est pas de ne pas avoir le bon business model, c'est juste de ne pas être assez bon, d'avoir des gens qui sont meilleurs que nous, qui ont des meilleurs logiciels que nous. Quelle que soit la raison pourquoi ils ont un meilleur logiciel que nous, qu'ils aient un meilleur logiciel que nous parce qu'ils sont capables d'investir des milliards dedans ou des centaines de millions dedans, c'est pas le problème. Ça change rien au fait que pour les clients, ils prennent ce qu'il y a de mieux au moment où ils le regardent. Et si ils vont pas prendre juste de l'open source parce que c'est open source, ils vont prendre de l'open source si le logiciel est aussi bon, s'il répond aux besoins, s'il répond à leurs besoins, s'il répond significativement moins bien aux besoins qu'un logiciel propriétaire, ils ne prendront pas le logiciel open source. Et donc il faut se poser la question comment réussir à investir dans le produit. Donc nous, quand on a eu ces difficultés, on s'est posé des questions et puis on a dit quelle est notre situation concurrentielle, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est assez bon, et on a décidé de réinvestir dans cette partie du produit. Voilà. Alors après, le business model, ça joue quand même. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver des bonnes façons pour faire du revenu, pour pouvoir financer les améliorations de ce produit. Et donc, il faut trouver un équilibre. Donc, par exemple, le service, c'est bien, mais ça ne permet pas toujours d'investir dans le produit. Donc, si on peut faire du service qui améliore le produit, c'est mieux. Donc, essayez de pousser les clients à vous payer du service qui va permettre d'améliorer le produit. Et laisser tomber le service qui n'améliore pas le produit. Donc dire non potentiellement, pas dire oui à n'importe quel projet de service autour du logiciel libre qu'on développe pour vraiment améliorer le logiciel lui-même. Alors, un autre point, c'est que on n'a pas de succès. N'importe quelle entreprise, en fait, pour toute entreprise, il n'y a pas de succès sans une équipe engagée. Donc il y a aussi des aspects humains. XWiki doit aussi une part de son développement et de son succès, de là où on en est aujourd'hui, à l'engagement et quelque part à la relation aux employés. Et au fait qu'on leur propose un plan d'entreprise qui leur convient. Donc la stabilité, c'est important. Si les développeurs ils s'en vont, c'est pas facile. Donc nous, à un moment donné, par exemple, les chefs de projet, c'était très dur de les garder. Parce que c'était pas facile le métier, c'était pas agréable. C'est-à-dire qu'ils rencontraient des clients, ils étaient insatisfaits, ils n'étaient pas toujours contents de ce qu'on leur livrait. Ils disaient ah non, c'est pas assez bien, etc. Et donc c'est pas facile. Donc les chefs de projet, ils étaient sur la ligne de front, quoi. Un peu, c'était les gens qui étaient sur la ligne de front. Le développeur, lui, il était un peu plus loin. Il faisait le truc, bon, et il se prenait la remarque à 3 niveaux, quoi. Donc il y avait des filtres avant. Mais le chef de projet, lui, il était face au client, et quand le client n'était pas content, c'est lui qui prenait. Et donc à un moment donné, on avait des chefs de projet, ça les amusait moyen. Ils préféraient aller bosser dans une boîte où finalement tout roule facile, où tout le monde est. Tu vas bosser chez les leaders, tout le monde est content. Voilà. Les gens sont peut-être pas contents du prix, mais au moins ils sont contents parce que ils ont décidé d'acheter ça, etc. Donc il faut aussi des valeurs qui rassemblent l'équipe. Alors chez nous, ces valeurs, c'est ça. C'est de dire, il y a la communauté, il y a les clients. Donc on respecte nos utilisateurs, nos utilisateurs sont importants. Notre équipe, elle doit vraiment être contente, c'est important. Il faut que l'équipe, elle soit heureuse d'être là. Donc peut-être qu'on ne les paye pas autant que ce qui pourrait être payé ailleurs, mais on leur donne des conditions de travail qui leur permettent de se sentir bien chez XWiki. Donc chez nous, aujourd'hui, on est à 4 jours et demi. On voudrait faire du 4 jours par semaine, parce que ça donne plus de temps aux familles. Donc on a beaucoup de femmes dans l'équipe, en particulier en Roumanie. Et les 4 jours et demi, la flexibilité du travail, le droit de faire du télétravail chez soi. Nous, on a le droit de faire 100% de télétravail, c'est libre. Vous venez au bureau, faites du télétravail, c'est vous qui décidez. Et toutes ces libertés, c'est des choses qui font que ça répond aux besoins des gens. C'est-à-dire pour les femmes qui ont des enfants,
c'est quand même pratique de gagner un peu de temps dans la semaine sur les déplacements. Le produit, c'est très important. On doit avoir une culture produit. On doit aimer notre produit. Nos développeurs aiment leur produit. Ils le créent, c'est le leur. C'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui l'améliorent. Ils ont une association à ce produit. Et ce produit, il n'est pas qu'utilisé par des gens qui payent. Il est aussi utilisé par des gens gratuitement. C'est-à-dire quelque part, il y a cette reconnaissance de l'utilisation open source, pas uniquement de cette utilisation par les entreprises, par les grandes entreprises qui sont plutôt les gens qui nous financent, mais tout le monde peut utiliser ce logiciel. Donc il y a cette liberté, et ça c'est quelque chose que nos employés aiment beaucoup. Donc l'open source est évidemment quelque chose d'important, et le fait de dire on veut faire du logiciel qui soit libre et qui n'enferme pas les gens, ça, c'est une vraie proposition de valeur pour les employés et pour l'équipe. Et le sujet des logiciels est aussi quelque chose d'important. On ne fait pas nos logiciels uniquement en se disant c'est super, c'est le logiciel qui va faire le plus d'argent. On fait aussi ces logiciels parce qu'on aime ce que font ces logiciels. Le wiki, c'est un logiciel qui encourage la connaissance, le partage de la connaissance. On pense que c'est quelque chose d'utile socialement. CryptPad, c'est un logiciel qui protège les informations privées des gens pour qu'ils ne se fassent pas regarder leurs infos sur Internet. On pense que c'est quelque chose qui a de la valeur pour les utilisateurs. Et ça, nos employés, c'est important pour eux, ça fait partie du plan de ce qu'on propose aux entreprises. Donc les valeurs, c'est quelque chose d'important. Alors les revenus de support, ça c'est un autre aspect qui est super important, c'est il est important de créer du récurrent. Si on ne crée pas de revenus récurrents, on ne crée pas de stabilité, on ne crée pas de moyens d'investir. Et clairement, le service est un bon moyen de démarrer, mais ce n'est pas un très bon moyen de créer de la stabilité. Une des difficultés du service, c'est que, crise économique, poum. Alors XWiki, depuis 2004, crise des subprimes, on a vécu plusieurs. Donc on a vécu des moments difficiles où on s'est posé les questions, est-ce que les clients ils vont nous acheter notre prochain projet de service, quoi. Et alors on a pu trouver d'autres choses. Une des choses qui était pas mal chez XWiki, c'est qu'on était très international dès le début. Donc par exemple, quand il y a eu la crise des subprimes, les boîtes françaises ont tout coupé. On n'a plus rien vu, on n'arrivait plus à vendre un seul truc. Par contre, aux États-Unis, alors ils viraient des gens dans leur boîte, mais ils nous achetaient quand même des projets d'amélioration de leur technologie. Et donc on a pu trouver des trucs, mais donc le service a toujours ce risque d'instabilité et aussi une difficulté d'accélérer. C'est-à-dire que si vous avez 10 clients d'un coup qui vous demandent des projets, vous ne pouvez pas faire. Donc en fait, c'est difficile d'aller accélérer et d'augmenter. Par contre, si vous avez 10 clients d'un coup qui vous disent « je vous achète un contrat de support pour le logiciel », ça ne va pas vous générer automatiquement 10 fois plus de boulot. Le support, c'est quelque chose qui est mutualisé, c'est quelque chose sur lequel on fait plus de marge et qui va permettre de réinvestir dans le produit et dans l'amélioration du produit. Le rôle du support chez XWiki, c'est pas de payer les gens qui font du support, ça fait partie aussi évidemment du rôle du support, mais le rôle principal, c'est de financer la R&D et l'amélioration du produit et la maintenance du produit. C'est ça son rôle principal. Et donc grâce à ça, si on vend plus de support, automatiquement c'est mieux. Alors on a aussi eu quelques échecs. On a voulu faire une première version de logiciel SaaS. En fait, la façon dont on l'a fait, c'était pas bon. En fait, on avait aussi des améliorations de notre produit pour des besoins et des cas d'usage particuliers. On appelait ça XWiki Workspace à l'époque. On a eu même un logiciel qui s'appelait XWiki Watch pour faire de la veille. Donc c'était des utilisations d'XWiki pour répondre à un besoin un peu différent, un peu plus métier pour les utilisateurs. Le problème, c'est que ça nous dispersait sur plein de trucs différents et c'était difficile. Et en final, on s'est rendu compte que l'open source nous aidait à être connus pour le logiciel principal. Et qu'en final, tout revenait au logiciel principal à la fin. Et petit à petit, on a laissé tomber ces projets additionnels et on s'est concentré sur le projet principal, le logiciel de Wiki. Et donc on a eu quelques échecs, mais on a quand même réussi à petit monter et à augmenter le revenu récurrent. Donc au bout en 5 à 10 ans, on atteint 35% de revenus récurrents, donc ça commence à être pas mal parce que, en fait 50% c'est un peu le minimum. C'est-à-dire que ça dépend aussi des montants. Parce que en fait, c'est plus on a de revenus de service, et ça peut s'écrouler de moitié d'une année sur l'autre, plus c'est difficile de planifier une entreprise.
C'est-à-dire que c'est la quantité d'argent qui peut s'en aller comme ça d'une année sur l'autre qui rend les choses difficiles. Donc ça dépend aussi du volume. Sur des petits montants, si vous avez 50% de revenus de service, ça va. Mais quand les montants deviennent plus gros, c'est plus embêtant. Si la moitié de vos revenus peuvent disparaître d'une année sur l'autre, c'est problématique. Alors, je vois des gens qui regardent les images et essaient de voir les détails. Une des raisons pourquoi je mets autant de détails, c'est pas pour les expliquer tous pendant la présentation, parce que c'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de choses, mais par contre, vous les avez après quand vous récupérez les slides et vous pourrez voir le détail des revenus par type de revenus chez XWiki. Et ça vous permet de comprendre le financement de la société et comment on a réussi à financer le logiciel libre. Et donc, en fait, on a 800 000 euros de revenus récurrents, puis le reste, c'est des revenus un peu plus variables. Alors, il y a des revenus variables qui sont plus stables. Le crédit impôt recherche, même si les lois peuvent changer d'une année sur l'autre, reste quand même relativement stable. Les projets de recherche, ils ont une visibilité de 2-3 ans en général. C'est-à-dire qu'on gagne des projets sur 2-3 ans, mais c'est pareil, à long terme, il faut redemander des projets, il y a des risques. Et ensuite, il y a les revenus de support puis de service. Les revenus de service, il faut régulièrement aller voir des clients pour obtenir des projets de service. Alors, finalement, un des constats qu'il faut faire, c'est que pendant que nous, on arrivait à faire à peu près 2 millions de revenus au total, dont une part quand même très importante de services, pendant ce temps-là, on est en quelle année là? On est vers 2015. Pendant ce temps-là, Atlassian, qui est un de nos concurrents principaux, il atteignait des centaines de milliers de dollars de revenus. Donc finalement, on se retrouve avec 1% de part de marché, ou voire moins d'1% de part de marché. Donc la concurrence des logiciels propriétaires est rude. C'est-à-dire qu'on lance un produit en même temps, dans un marché en innovation, on n'a pas trop gagné, quoi. On arrive à en vivre quand même. Finalement, hein, le truc, c'est que on a deux façons de voir les choses. Hein. On était nul puisqu'on n'a pas réussi à gagner. On est loin d'avoir été concurrentiel. On s'est pris une claque. Deuxième façon de voir les choses, moi, je fais du libre et je suis payé. Mes employés sont payés. On perd pas d'argent. C'est pas si mal. Moi, nous, on le voyait plutôt comme ça. Parce que finalement, on regarde pas tous les jours les concurrents. Nous, on faisait aussi des projets de service. Tant qu'on arrive à financer notre logiciel, à l'améliorer, ça va. Mais on voit aussi des difficultés. Les wikis se retrouvent intégrés dans les suites. Et puis, de temps en temps, on a une entreprise qui nous contacte et qui dit « Moi, j'aimerais bien votre logiciel, mais j'aimerais bien votre logiciel, mais en fait, je demande à l'informatique en centrale, elle me dit qu'il faut que j'utilise le wiki de SharePoint. On a déjà Microsoft, on n'a pas le droit d'acheter autre chose. Et il faut utiliser le truc. Ça répond pas vraiment à nos besoins, mais bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se débrouille. On voit que sur le marché du pure player, c'est-à-dire celui qui fait du wiki pur, on n'est pas vraiment en tête. Alors Atlassian est plutôt une gamme de logiciels pour développeurs. Et nous, on faisait plutôt des wikis, pas que pour développeurs. On faisait du wiki pour n'importe quelle équipe, l'équipe marketing, etc. Parce que c'est un bon outil de collaboration qui peut remplacer les suites Office dans la façon de travailler. Mais il faut aller expliquer cette façon de travailler aux utilisateurs. Alors le bundle de la gamme Atlassian a vachement bien marché. C'est-à-dire que finalement, on va regarder, j'ai un ensemble de logiciels pour développeurs et les entreprises ont mis beaucoup de logiciels Atlassian chez eux. Et ils ont mis beaucoup de Microsoft. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises sont pas mal allées vers les bundles, vers des suites de logiciels. Donc plusieurs suites de logiciels, hein, pas une seule, mais quand même des suites de logiciels. Et le wiki, pour autant, le wiki Confluence d'Atlassian n'est pas resté un logiciel que pour développeurs dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont pris la suite, mais comme ils l'avaient, ils l'ont fait utiliser aussi plus largement vers d'autres populations d'utilisateurs. Et ça ferme un peu les portes aux autres. Donc les grandes entreprises ont tendance à aller vers les bundles. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Elles préfèrent avoir moins de fournisseurs. Elles n'ont pas envie de multiplier les fournisseurs et elles préfèrent aller vers les leaders. Et la politique tarifaire d'Atlassian était assez agressive. Et donc ça ne laissait pas beaucoup de place pour dire on va faire quelque chose de moins cher. Nous, en fait, il y a des moments où on essaie de faire, on ne peut pas faire moins cher, en fait. C'était pas possible. On n'avait pas le volume d'achat qui nous permettait de faire moins cher.
C'est-à-dire que les clients, on aurait perdu de l'argent sur les clients si on faisait moins cher. Donc là, l'analyse que moi j'en fais, c'est l'open source est moins efficace. Tout à l'heure, je disais que l'open source était efficace pour faire connaître une innovation. L'open source est moins efficace pour déployer une innovation qui devient plus mainstream, qui s'étend et dont l'intérêt augmente. Et le problème dans l'informatique du winner takes it all, c'est-à-dire que finalement, on est dans un marché qui a tendance à choisir un gagnant. Alors, il peut être open source parfois ce gagnant, hein, c'est pas impossible. Hein. Il y a des gagnants open source, par exemple, si on prend chez les développeurs l'ACI, c'est un marché sur lequel Atlassian n'a pas trop gagné, par exemple. C'est plutôt des logiciels comme Jenkins, etc., qui se sont retrouvés un peu fortement utilisés pour faire de l'ACI. Mais il y a cet aspect winner takes it all qui est pas évident. Alors ça générait chez XWiki une période difficile. Donc là, on montait, hein, même si les autres montaient peut-être plus vite que nous. Montaient sûrement plus vite que nous. Là, ça est devenu plus difficile. C'est-à-dire qu'on a atteint 2 millions de chiffres et là, on a du mal à augmenter. Mais on arrivait quand même à maintenir. On a eu des projets de recherche qui nous ont permis de financer. On a aussi refait un peu de projets de service. Donc on est allé trouver des projets de service qui faisaient du sens avec notre logiciel pour continuer à progresser, à maintenir notre équipe de R&D, ce qui nous a permis d'améliorer le logiciel. C'est-à-dire que pendant cette période, on s'est posé la question, ok, où c'est qu'on pêche? C'est quand même plus facile de reprogresser à partir de 2 millions de revenus qu'à partir de zéro. Hein. C'est-à-dire que si j'avais lancé un logiciel de wiki en 2015 avec 0 €, ça aurait été plus difficile que de le lancer avec 2 millions d'euros déjà. Et de se dire, donc là, à ce moment-là, on se dit comment on va réaméliorer le logiciel pour essayer de redevenir plus compétitif. Et donc ça a quand même été intéressant. On s'est aussi posé la question comment on va le vendre, comment on peut faire évoluer notre business model. Alors, on s'est posé la question du packaging open core parce que c'est une période finalement assez fondamentale chez XWiki où on s'est posé la question de c'est quoi le bon business model open source? Est-ce que notre problème c'est pas le business model, etc. Et on avait essayé à un moment donné en interne, on m'avait convaincu, un de mes commerciaux m'avait convaincu, on va faire un package open core et on était parti sur cette direction. Et puis en fait, quand on a fait ça, ça crée de la confusion chez les clients. Le nombre de leads s'est écroulé sur le site web d'XWiki.com et ça n'a pas été bon. Et donc on a remis les choses, on a remis les cartes sur la table et on a changé notre stratégie. Et on s'est posé. Donc par contre, il faut quand même se poser la question, ok, comment on arrive dans la situation où on est à rendre rentable le fait de faire de l'open source. Et donc ce à quoi on est arrivé, c'est que ce qui était très important, c'était comment les gens allaient passer du logiciel open source à quelqu'un qui nous donne de l'argent. Donc il fallait que l'open source ait de la valeur. C'était important qu'on ait un maximum d'utilisateurs open source. Donc il ne fallait pas dévaloriser ce qu'on faisait en open source, il fallait améliorer ce qu'on faisait en open source, c'est-à-dire qu'il fallait continuer à investir dans le logiciel open source, parce qu'il fallait qu'il ait beaucoup d'utilisateurs. Donc on a mis des task force en interne, c'est-à-dire comment on augmente notre nombre d'utilisateurs, qu'est-ce qui va faire augmenter notre nombre d'utilisateurs. Donc on doit se poser la question de ce qui est gratuit, pas que ce qui est open source, mais surtout de ce qui est gratuit. Parce que ce qui nous donne des utilisateurs gratuits, c'est ce qui est gratuit. C'est pas ce qui est open source, c'est pas l'open source qui nous donne les utilisateurs gratuits. C'est ce qui est gratuit. Nous, tout est open source chez XWiki. Et en fait, on a commencé à faire des logiciels payants qui sont quand même open source. Parce que finalement, pour moi, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le problème, c'est comment on arrive à obtenir des sous. Et l'autre, c'est comment on fait que tout ce qu'on fait est open source. Il n'y a rien qui empêche de faire de l'open source et de dire que ce module-là, il est payant. Il n'y a rien dans l'open source qui interdit ça. Et chez nous, donc finalement, on a décidé de faire des extensions payantes au logiciel open source et gratuit. On a décidé de faire des extensions open source et payantes. Donc XWiki, il a un App Store. Donc vous avez un gestionnaire d'applications à l'intérieur de XWiki. Et dans ce gestionnaire d'applications, vous pouvez acheter des applications. Pour autant, 100% du code de toutes ces applications est disponible sur GitHub. Et si quelqu'un veut recompiler cette application, veut enlever les systèmes qu'on a mis en place pour vérifier si quelqu'un a payé, il peut le faire. Il n'y a rien qui n'empêche de le faire. Personne depuis 2016, depuis qu'on fait ça, personne ne l'a jamais fait. Voilà. Donc en fait, ça ne nous empêche pas de le faire.
Et ça nous a permis que y a des gens qui nous payent ces applications. Ils voient une amélioration au logiciel, ils en ont besoin, ils la payent. Voilà. Donc il y a une différence entre open source et gratuit payant. Alors en 2016, on a aussi lancé CryptPad. Je ne parle pas beaucoup de CryptPad, j'ai quelques slides à la fin sur CryptPad, mais c'est une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'elle a ses propres utilisateurs, son propre business model. Et on essaye, et ce qu'on fait avec CryptPad chez XWiki, c'est que CryptPad a pour objectif d'être à l'équilibre de la même manière qu'XWiki a pour objectif d'être à l'équilibre. Donc, quelque part, CryptPad doit se comporter comme XWiki. C'est-à-dire, tu peux dépenser de l'argent si tu gagnes de l'argent, si tu trouves de l'argent. Soit tu trouves de l'argent par les clients, soit tu trouves de l'argent dans des projets de recherche, des financements de projets de recherche, etc. Donc, CryptPad, on l'a lancé en 2016. C'est sorti d'un projet de recherche d'XWiki. Donc, on a créé une suite collaborative chiffrée de bout en bout. Et alors, il se trouve que petit à petit, CryptPad va plutôt à un usage grand public. C'est-à-dire que CryptPad, vous avez un site CryptPad.fr, il peut être utilisé par plutôt le grand public, pas que par des entreprises. Ça peut être quelqu'un dans son usage professionnel qui l'utilise, mais ça peut être quelqu'un qui l'utilise à titre personnel. Et XWiki n'a pas ce cas-là. XWiki n'est pas sur un usage grand public. XWiki, c'est plutôt un outil d'entreprise. C'est un outil pour les groupes qui travaillent ensemble, c'est plutôt pour des entreprises. Et donc ça change pas mal de choses, et donc ça fait un peu son propre business model sur lequel on a dû réfléchir séparément. Alors, à partir de 2018, là, c'est passé une nouvelle étape. Alors même, en fait, en 2018-2019, on a eu un peu de croissance grâce à des projets de service. Donc on a refait du service avec des projets un peu importants, utilisant XWiki comme plateforme, qui nous a permis de continuer à améliorer le logiciel. On a aussi eu un projet de recherche avec la BPI qui nous a permis de financer des améliorations à XWiki. Donc ça nous a permis de financer un nouveau cloud XWiki. Ça nous a permis de financer la stratégie des applications XWiki. Mais après, et donc ça a amélioré la compétitivité de notre offre. Donc c'est quelque chose qui a participé ensuite au progrès d'XWiki à partir de 2020. Mais il s'est aussi passé quelque chose en 2020 en plus, c'est que Atlassian a changé sa politique avec ses logiciels et a décidé d'arrêter sa gamme de serveurs. Donc notre concurrent principal a augmenté ses prix. C'est ça, grosso modo, ce qui s'est passé pour nous en 2020. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient à la conférence que j'ai fait ce matin. Non, il n'y en a pas. Bon, très bien. Donc vous n'avez pas suivi ça. Donc en fait, puisque on a eu une conférence sur ce sujet, et donc on a décidé de lancer une offre de migration. Et donc on a travaillé sur comment on va récupérer ces clients d'Atlassian et faire en sorte qu'ils viennent chez XWiki. Et donc on a fait une offre à partir de ça. Alors le truc, c'est que ils ont fait cette annonce en 2020, ce qui a amené une progression de revenus que vous allez voir, mais ils viennent de faire une deuxième annonce en 2025, c'est l'abandon de leur gamme Data Center, ce qui fait que notre concurrent principal n'a plus de logiciel qu'on peut self-hoster. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus gérer les logiciels Atlassian à partir de 2029 chez eux. Et alors ça, pour nous, c'est une aubaine énorme. C'est-à-dire que là, il y a plein d'entreprises qui disent « mais non, mais moi, je ne suis pas d'accord ». Et donc là, ils cherchent des solutions alternatives. Et XWiki, grâce à tous les investissements qu'on a fait pendant 20 ans, il n'est pas si mal placé par rapport à ça. Donc, face à Atlassian, dans l'absolu, on est dans les choux. En pratique, on n'est pas si loin d'avoir un logiciel quasi équivalent et capable de reprendre les clients. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On est face à une entreprise qui fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Nous, on est monté de 1 à 5 millions aujourd'hui. Et on a un logiciel qui n'est pas si loin. C'est assez intéressant quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre la quantité d'argent nécessaire à avoir des logiciels de qualité et la position concurrentielle, la rentabilité, tous ces aspects-là. Alors, on a lancé une offre. Un autre aspect, c'est que depuis quelques années, la souveraineté numérique est un sujet qui n'arrête pas de monter. Et alors, cette dernière année, c'est évidemment avec l'élection de Trump, c'est le pompon. Donc, en Allemagne, il y a un projet qui a été lancé, projet OpenDesk, et XWiki se retrouvant finalement être le meilleur wiki open source, quasiment. On a à peu près, dans l'open source, il y a quelques concurrents. Il y a un concurrent basé sur MediaWiki qui fait des trucs intéressants, mais
aujourd'hui, on a, de mon point de vue, les plus fortes parts de marché dans le domaine. Et XWiki est un logiciel intéressant à faire une suite, pour intégrer dans une suite. Et tout à l'heure, je disais, bah oui, les gros clients, ils veulent des suites. Et on voit qu'ils veulent des suites. Nous, c'est quelque chose qu'on a entendu. Il y a quelques années, j'avais participé à organiser une table ronde à OSXP. Il y avait un DSI du SIGREF. Et il était très clair. Il disait, nous, on veut un seul fournisseur pour une suite équivalente à Microsoft. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on ne remplacera pas Microsoft. Il faut un fournisseur qui donne les mêmes garanties que Microsoft, une suite complète, etc. Donc, le projet allemand OpenDesk, c'est un projet public allemand. Ils ont créé une entreprise publique pour ça, qui s'appelle le Zen10. Et XWiki a été sélectionné pour participer à ce projet. Alors, il s'appelait Phoenix au début. Il s'appelait Phoenix en 2022, si je ne me trompe pas, c'était le début. Et on a été sélectionné pour participer à ce projet. C'est la liste des logiciels open source qui font partie. Donc, vous avez Nextcloud, Univention, Open Project, Open Exchange, Collabora, Element. Nordex, c'est une entreprise allemande qui est spécialiste de Jitsi et aussi d'Element et qui participe à ce projet. Et en France, on a aussi participé à un appel à projet de la BPI pour faire des suites collaboratives cloud. Alors, le projet allemand et le projet français est un peu différent. Le projet allemand, c'est on va faire une suite open source. Elle pourra être installée par les gens. Le projet français, c'est on va financer des entreprises pour faire des services cloud. Donc, ce n'est pas la même approche. Le terme open source n'est pas dans l'appel. Et les gagnants des appels sont des solutions qui font des services cloud collaboratifs. Donc, ça, c'est Jamespot, Wimi et Interstice. Et XWiki est partenaire. Donc nous, en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'aller dans un projet open source. On n'a pas vu lequel projet, parce que ça devait être un projet franco-français, donc c'était très compliqué. On se disait, mais il n'y a pas suffisamment de sociétés open source pour faire un projet français sur ce créneau. Nous, on se disait, mais la bonne échelle, c'est de le faire au niveau européen. Il faudrait le faire avec d'autres sociétés européennes, comme ce projet. Et en fait... on a participé, on a décidé de participer et de proposer notre participation aux différents consortiums qui voulaient se lancer dans le projet français. Donc on fait partie de ce financement. Alors c'est différent parce que c'est des projets assez différents. Là, c'est un financement BPI, on donne de l'argent aux sociétés et puis ensuite on décide si... après, les gens, ils achètent pas. L'État, il achète pas. Entre-temps, l'État, il a aussi décidé, enfin, l'Adinum, dans l'État, a aussi décidé de faire la suite numérique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la suite numérique de l'Adinum. Bon, donc l'État, il a décidé d'investir dans faire une solution, un peu sa solution cloud à lui. Alors, l'industrie est assez mécontente, l'industrie des éditeurs de logiciels, qu'ils soient propriétaires ou open source, est assez mécontente parce que quelque part, ils font concurrence aux sociétés qui pourraient faire la même chose. Ils disent, mais non, ça, c'est pas le métier de l'État de faire ça, c'est plutôt le métier d'entreprise. Vaudrait mieux financer les entreprises du secteur qui font ça, que de mettre l'argent en interne et ensuite et quelque part casser les potentiels achats que pourrait faire l'État dans ce secteur. Mais ça reste quand même très intéressant. Alors, tout ça, ça nous a aidés, ça a augmenté nos revenus. Et en fait, alors, dedans, il y a du revenu d'OpenDesk, là, dans la croissance qu'on a eue ces dernières années, 2023-2024. Alors, on a aussi beaucoup augmenté nos dépenses, hein. C'est-à-dire que ça nous a permis de gérer l'inflation, parce qu'il y a beaucoup d'inflation ces années-là. En Roumanie, on a eu beaucoup d'inflation. Ça nous a permis d'embaucher. On est passé à 70, on était 40, 45. Il y a aussi, dans ce revenu, une augmentation des dépenses des revenus de CryptPad, des dépenses et des revenus de CryptPad, qui étaient plus petits en 2021-2022 qu'en 2023. On a eu des financements pour CryptPad au niveau européen et au niveau BPI. Et donc, ça nous a permis d'avoir une croissance. Une part significative de cette croissance, c'est des migrations Confluence qui nous ont permis d'augmenter fortement nos revenus. Alors, les chiffres qui sont présentés ici sont les ventes. Si jamais quelqu'un avait l'idée d'aller regarder nos chiffres d'affaires comptables, ils sont différents parce qu'ils sont très décalés, nos chiffres d'affaires comptables, dans le temps. Les chiffres qui sont présentés ici sont les ventes que XWiki fait chaque année. Alors, CryptPad, quelques éléments sur CryptPad, c'est... Sur CryptPad, on essaie de ne pas faire de service. Alors, ça ne rend pas forcément les choses faciles.
C'est-à-dire, on dit, bah, on va essayer de vendre le logiciel tel quel, on va pas monter une équipe de 10 personnes pour faire du service à côté de l'équipe qui fait le produit, et c'est pas évident. Donc par contre, ce qu'on a trouvé, c'est les financements. On a trouvé des financements européens d'abord, ensuite financement BPI. Alors on a de la visibilité des financements BPI pendant encore 2 ans sur CryptPad, donc ça nous finance le développement de CryptPad. Par contre, la part du revenu récurrent de CryptPad est encore qu'à 20%. C'est-à-dire la part du revenu sur lequel on peut compter d'année en année, sans des nouveaux projets de recherche, est de 20%. Donc on n'a pas une super visibilité. Par contre, ça augmente, et on augmente pas mal notre revenu sur CryptPad.fr. En fait, CryptPad.fr, c'est 3 abonnés nouveaux par jour. Et c'est 1500 abonnés. Donc c'est quand même pas mal. 1500 abonnés, c'est pas si simple à faire, mais c'est que 150 000 euros. Mais quelque part, on fait x4 là-dessus. On a payé l'équipe. On peut arrêter de prendre des projets de recherche à l'équipe telle qu'on l'a actuellement. Donc le cloud, ce qui est intéressant, c'est que lancer un produit sans service, en SaaS, ça dépend de la concurrence. Il faut faire attention, c'est pas si simple. Quelles sont les offres qui sont accessibles à ces utilisateurs? Le B2B, le B2C, c'est un marché assez différent. On vend des petits abonnements aux gens, mais ça prend beaucoup de temps à grandir. Il faut potentiellement faire pas mal de marketing. Nous, on n'en fait pas tant que ça, mais CryptPad a la chance d'avoir un assez bon bouche à oreille. Parce qu'en fait, rien qu'au principe de CryptPad, on partage un pad. Il a cet aspect. J'invite des utilisateurs à venir sur mes documents. Donc, c'est très... ça génère beaucoup de bouche à oreille. Et on a aussi une fonctionnalité dans CryptPad, pour ceux qui ne connaissent pas. On a un équivalent à Google Forms. Donc, on peut faire un sondage ou un questionnaire d'inscription en ligne. Et on a beaucoup d'ONG qui utilisent CryptPad plutôt qu'utiliser Google. On a même l'ONU qui a utilisé CryptPad plutôt qu'utiliser Microsoft. Parce qu'en fait, de temps en temps, ils se font engueuler sur Internet quand ils font un grand questionnaire avec Google. On leur dit, mais pourquoi vous utilisez Google ou Microsoft pour faire un questionnaire? Ces entreprises, elles sniffent les données. Moi, je ne veux pas répondre, et moi, je fais partie de ces gens-là, je ne suis pas d'accord pour répondre à un questionnaire sur Google sans qu'on me demande mon avis. Et donc, et là, les gens disent, ah oui, mais on devrait faire quoi? Et là, on a des gens qui répondent, CryptPad, c'est gratuit, allez-y, faites un questionnaire et c'est chiffré. C'est sûr, personne ne peut lire les données du questionnaire à part la personne qui a créé le questionnaire. Et donc, on a beaucoup de questionnaires. On a près de 400 000 utilisateurs par mois qui sont exposés à CryptPad par un questionnaire qui a été envoyé par des ONG, par d'autres utilisateurs, etc. Ce qui n'est pas facile, c'est que ça prend du temps, mais finalement, si on réfléchit, 4 fois, c'est pas 4 fois sur un service SaaS, c'est pas non plus délirant. Donc, on peut rendre le produit rentable. Alors, pour CryptPad, les projets européens NGI, Next Generation Internet, et NLNet en particulier, ont été une grande aide de financement du projet CryptPad. On dépose des projets. Alors, pour ceux qui font des projets open source, je conseille d'aller regarder les financements d'NLNet. On dépose un projet. Si on a un bon projet, si on a un bon logiciel, on peut convaincre et obtenir des sous par cette méthode. Et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé CryptPad dans son développement. Alors, on peut aussi obtenir des projets à la BPI. La BPI, c'est une façon de faire des projets. C'est plus gros, c'est plus compliqué. Donc, il faut... et puis, on ne gagne pas à tous les coups. Les gros projets européens, les projets BPI, on ne gagne pas à tous les coups. Ce n'est pas toujours facile. Mais ça peut être des gros financements sur plusieurs années. Les dons, alors je parle des dons parce que sur CryptPad, on a une part de dons. Sur nos 150 000 euros qu'on estime pour cette année, on va avoir à peu près 30 000 euros de dons. Alors, ce n'est pas zéro. 30 000 euros de dons, on ne les obtient pas comme ça, quoi. Le problème, c'est que, en fait, finalement, les dons, il faut communiquer pour les obtenir. Donc, ça prend du temps d'expliquer pourquoi donner de l'argent. Et pour 30 000 euros, parfois, on trouve que ça prend trop de temps par rapport à nos besoins. Maintenant, par exemple, Mastodon, ils vivent pas mal de dons, et Wikipédia vivent pas mal de dons, et les montants sont beaucoup plus importants. Si la masse d'utilisateurs est énorme, la chance d'obtenir des dons est plus intéressante. Par exemple, PixelFed, qui est une alternative à Instagram, open source, fédérée, a récolté 55 000 $ en 2 jours. Ceci dit, 55 000 $,
pour faire des logiciels professionnels, c'est pas beaucoup. Ça paraît beaucoup comme ça, hein, de dire ah, les gens ont donné 50 000 $, c'est génial. Mais en fait, on paye un développeur avec ça. Donc c'est pas facile. Donc c'est ça qui est pas évident. Alors les dons dans les logiciels en particulier professionnels, c'est pas évident. Sur Crepad, on arrive quand même à en avoir un peu, donc ce qui est quand même intéressant. Alors la dernière chose dont je voulais parler, c'est de parler un peu justement de dons. Et c'est que les entreprises sont toutes utilisateurs d'open source. Et finalement, en tant qu'utilisateur de logiciels open source, on doit se poser la question de la pérennité des logiciels qu'on utilise. C'est génial de pouvoir utiliser des logiciels gratuitement. Il y a des tonnes de logiciels pour lesquels c'est pas facile pour les développeurs d'aller mettre un business model en place pour trouver un équilibre entre gratuité et paiement. Alors nous, on voit bien aussi que nous-mêmes, dans le logiciel XWiki, dans les logiciels Crepad, on utilise des tonnes de logiciels open source sur lesquels on se base pour faire le service qu'on fait. Et donc, ce qu'on a décidé, nous, c'est de mettre 1% de nos revenus récurrents à dire, on va les donner à ces projets qu'on utilise nous. Donc c'est Copie Publique, copiepublique.fr fait de la pub pour cette approche, de dire il faut donner. Alors, moi, parfois, j'y crois à moitié. C'est-à-dire que le financement par le don, c'est sympa, mais c'est pas facile. C'est pas si simple. Moi, personnellement, je serais presque sur le financement par une taxe. C'est-à-dire l'État, il met 1% de taxe sur les logiciels et il dit, parce que dans tous les logiciels, il y a des logiciels libres, il met 1% de taxe sur les logiciels et il dit, ce 1% de taxe, il sera redistribué aux logiciels libres. Ceci dit, c'est pas si évident parce que, en fait, la notion de taxe au niveau étatique, c'est que on n'a pas le droit de faire des taxes dirigées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'une taxe va être est due pour tel secteur. Une taxe va au budget de l'État, l'État, il utilise son budget comme il veut. Et donc le truc, c'est qu'on ne peut pas facilement faire ce genre de choses. Mais ce serait quelque part, c'est ça qui serait intéressant, c'est de dire finalement tout le monde doit payer pour le fait qu'il y ait des choses libres dans les logiciels. Quoi ? Ouais. Donc nous, on distribue sur 2024, c'est 23 000 €. Nos revenus récurrents étaient de 2,3 millions. Et donc, on a sélectionné un certain nombre de logiciels qu'on utilise dans nos systèmes et des logiciels qu'on utilise aussi en intranet pour redistribuer une part de cet argent. Voilà. Alors, je finis par le fait que tout ce que j'ai présenté ici, comme je l'ai mentionné, il faut un plan d'entreprise qui plaise et qui engage les employés. En fait, derrière quelque part, la présentation de tout ce travail, il y a énormément d'huile de coude. Il y a énormément de gens qui ont donné du temps. Et on a des ingénieurs chez XWiki qui pourraient probablement gagner beaucoup plus d'argent s'ils allaient bosser chez les GAFAM ou chez d'autres gens. On a des développeurs vraiment de très haut niveau. Et ils préfèrent être là à faire du logiciel libre, en gagnant probablement moins d'argent, parce que c'est clair, nous, on n'est pas capable de suivre. Moi, j'ai eu quelques entretiens avec des gens qui voulaient faire du libre. Ils disaient, ah super, je voudrais faire du libre. Ils m'ont présenté comment ils étaient payés. J'ai eu un gars qui était chez Google en Allemagne, et il avait 50% de son salaire en stock. En gros, il avait à peu près, je pense, ça devait être 100 000 € en salaire et 100 000 € en stock. Ouais, ça fait 200 000 €, ça fait 2 fois mon salaire. Perso. Donc c'était quasiment pas faisable. Donc en fait on peut pas suivre, et donc bravo pour ce travail en tout cas de toutes les équipes chez nous et aussi aux clients qui nous financent. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis dispo. De diapos ? Oui, je les mettrai en ligne. Alors il y a déjà une version de ces diapos en anglais qui sont disponibles, puisque j'avais fait talk similaire, je l'ai un peu adapté, modifié et mis à jour, au FOSDEM. Donc il y a le FOSDEM 20 Years of Hacking, ils existent déjà, mais je mettrai celle-là en ligne sur Crepad, et quand je récupérerai la vidéo, je la mettrai sur notre petite PeerTube. Oui. Donc la question, c'était intéressant d'avoir l'évolution des revenus. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le nombre de salariés sur les slides. Peut-être je vais essayer de les mettre à jour et de rajouter ça. En fait, c'était 40 dans le plat, et puis on est monté à 70. Mais il y a aussi une évolution de la dépense par salarié.
qui dépend aussi de la structure, de l'évolution du type d'employé qu'on a à ce moment-là. On a aussi l'équipe a pris de l'âge aussi en 20 ans, et parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui restent chez XWiki, donc elle a monté en âge.